Ça nous introduit directement sur la deuxième question. Donc, Benoît, vous parliez de suspendre la présomption d'incapacité. Et notre deuxième question, c'est comment vous y prenez-vous pour susciter une relation égalitaire avec les personnes et ou les projets que vous accompagnez? C'est cette deuxième question sur donc, la relation égalitaire. On va peut-être prendre Chloé, du coup, en premier. Chloé Angers. Ouais. Mais du coup, on fonctionne avec des acteurs aussi différents dans ce projet. Il y a les associations et puis il y a les habitants. Et donc, les questions de relations égalitaires, elles se jouent différemment et elles sont importantes aussi avec les deux, notamment dans le fait que nous, on est un acteur tiers et donc on vient dans des quartiers qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, il y a aussi cette question de relations égalitaires avec les associations dans les quartiers dans lesquels on va, en pensant le dispositif aussi avec eux et donc en adaptant le sujet qui va être abordé, la manière dont on va penser le format du bricot. Parfois, ça va être plus long, plus court, les horaires, en fonction des spécificités de ces quartiers-là. Et donc, vraiment, co-construire aussi le bricot avec les acteurs des quartiers, pour nous, c'est une manière de le penser ensemble et pas nous de venir dans ces quartiers-là et d'imposer un dispositif qui existe en tant que tel. Et puis, il y a surtout la question de la relation égalitaire avec les habitants du quartier. Elle est évidemment plus complexe. Nous, l'idée d'avoir un dispositif qui soit convivial, qui soit chaleureux, qui soit bonne ambiance quelque part, c'est une manière de rentrer dans des relations qui soient un peu plus égalisantes parce qu'on est beaucoup dans l'informel. On vient un peu avec des questionnaires tout faits, de questions à poser aux habitants. On est plus dans la manière dont le quartier est perçu, comment ça se passe, comment ils s'y sentent, leurs désirs, leurs envies, voilà, des choses qu'ils ont envie de partager, de déposer aussi. Et puis surtout, c'est quoi les propositions par rapport à ce qu'eux ressentent et la manière dont ils auraient envie d'échanger avec d'autres. Et donc, on est là-dedans dans cette idée de repas, de boissons chaudes, etc., pour être dans le partage et partager de manière informelle. On fonctionne aussi beaucoup avec les récits. Et donc, le fait d'être dans cet échange informel, c'est beaucoup de personnes qui sont relativement isolées, qui viennent aussi dans les bricots et donc qui on échange sur nos vies. Voilà, c'est pas des questionnaires de recherche en tant que tels. Et c'est souvent au sein de ces récits-là qu'on entend aussi comment ça se passe, les relations entre voisins qui se passent bien et à partir desquelles on pourrait construire des choses, des relations d'entraide qui existent et qui pourraient être le fruit aussi de pistes à explorer. Donc voilà, c'est vraiment aussi en partant des récits de vie et des échanges informels qu'on parvient à être dans des idées qui ne soient pas dans un format qu'on peut attendre parfois de qu'est-ce qu'il faudrait changer, ça et ça. On est beaucoup plus dans de l'informel et dans de l'émulsion d'idées et de souhaits et d'envie de prendre en main. Et donc aussi de fonctionner un maximum avec des outils visuels. On a toujours des grandes cartes du quartier, on vient mettre des post-it, voilà, avec des photos, etc., pour ne pas être dans un échange chercheur ou travailleur associatif avec un habitant, même si le cadre reste quand même de cet ordre-là aussi. Okay. Merci. Donc, Laure Duclercq, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je vais parler du coup au nom de l'association Entourage, parce qu'au global, on est vraiment en lien avec des personnes, comme je vous disais, des personnes sans abri, personnes sans domicile fixe. Nous, il faut savoir qu'on a vraiment une action de sensibilisation auprès du grand public, que ce soit par des webinaires d'information, sensibiliser en entreprise. On engage de plus en plus les collaborateurs d'entreprise à s'engager dans certaines causes, notamment sociales. Et de ce fait-là, si vous parlez de relations, nous, on organise des événements conviviaux dans chacune de nos villes. Je prends l'exemple du mardi matin, où on a un petit déjeuner solidaire où des riverains, des bénévoles, des personnes sans abri, on a des seniors retraités qui sont très isolés. On se fout complètement de savoir qui est une personne SDF, qui est un riverain, qui est un bénévole. On encourage vraiment, vraiment le grand public à venir retisser du lien au sein d'un quartier déjà, avec des personnes en situation d'exclusion. Donc le rapport, il est vraiment d'égal à égal. Et ça me fait penser à certaines fois des nouveaux bénévoles qui me disent « Mais est-ce qu'on peut se permettre de demander si la personne va bien ?» Et souvent, ce que je réponds « Mais pourquoi tu ne demanderais pas à une personne qui est sans abri si elle va bien, alors qu'à ton voisin, tu le demanderais ?» En fait, c'est vraiment garder cette notion de on tisse du lien social avec des êtres humains et à la rigueur, ne pas se demander, ne pas chercher à connaître la condition de la personne. Côté Linked Out, c'est pareil. On rencontre des candidats qui sont parfois dans des parcours de vie très complexes, qui sont très éloignés de l'emploi, où il y a parfois des trous énormes dans le CV.
Et en fait, on n'est pas du tout dans une relation d'aidant-aidé. On est dans une vraie relation d'échange, à savoir que on n'aide pas quelqu'un s'il n'a pas envie d'aide. Et donc, vraiment, on est en tant que salarié, bénévole. D'ailleurs, on a des personnes en situation de très grande précarité qui sont bénévoles au sein de l'entourage. Donc, on essaie vraiment de tisser une relation déjà dans toute cette association d'égal à égal et on vient sensibiliser le grand public sur comment on déconstruit un peu tous ces préjugés qu'on a quant au monde de la rue. C'est une phrase un peu bateau, mais c'est réel. Ça peut être un ancien camarade de classe, ça peut être un de ses cousins, un membre de la famille. Et on en revient à ce phénomène de un jour, on est la personne qui accompagne, et puis un autre, on est celle qui va être accompagnée. Donc, on a une approche aussi, on travaille très en lien avec les acteurs du territoire, acteurs associatifs. Donc, il y a vraiment une mise en lien qui est faite, c'est-à-dire moi, dans mon travail, j'ai beaucoup de candidats qui me sont orientés via des associations, telles que la Beige, le groupe Vitamine T, pour justement retisser un maillage social autour d'une personne. Mais voilà, pour répondre à la question. D'accord. Merci. Benoît Hérault, du coup, égalité, vous l'avez déjà abordé tout à l'heure, sur la suspension, la présomption d'incapacité. Ton micro. Peut-être dire d'abord, comment dire, là encore, l'égalité est toujours pensée comme égalité d'accès et jamais complètement une égalité réelle. On ne parvient pas dans la recherche à faire disparaître des différences de statut, par exemple, ou des différences de salaire, par exemple. On essaye de travailler à des modalités plus équitables de participation, des modalités plus équitables d'engagement, mais qui ne conduisent jamais à une forme d'égalité réelle stricte. Hein. Il me semble que c'est important de le rappeler. Alors, ensuite, comment essayer de travailler à une égalité d'accès à l'espace de recherche et donc à nos dispositifs de mise en problème public de l'expérience. On essaye un petit peu de le faire à différents niveaux, au niveau par exemple des groupes locaux de partage d'expérience. C'est des lieux de recherche où la position de facilitation et de chercheur est imbriquée. Et on travaille à partir de trinômes de facilitateurs-chercheurs qui ont chacun une casquette de spécialiste du savoir académique, de spécialiste du savoir de la relation d'aide et de spécialiste du savoir des empêchements dans l'exercice des droits. Donc, on essaye là d'effectivement symétriser ces positions de facilitation et de recherche, hein, en mettant, je reprends des termes qui ont été utilisés ce matin, essayer de mettre de la réciprocité dans les tâches. Là encore, c'est toujours à l'état d'horizon. Il n'y a pas une stricte réciprocité effective, mais il y a dans le principe des positions qui sont symétrisées. De la même manière, sur l'accès au forum public qu'on organise, où on essaye de participer, systématiquement, on essaye d'avoir une participation plurielle, triadique autant que possible, pour que ça ne soit pas toujours un type d'expertise qui soit invité au détriment d'autres. Alors, aujourd'hui, ça fait exception, mais on en avait discuté d'ailleurs en amont avec Florian, mais pour essayer effectivement de rendre accessibles les espaces, les espaces de réception, hein, de rendre équitable leur accès. Dire également que dans la gouvernance générale du programme, hein, l'égalité, ça se traduit aussi par le fait que la coordination est organisée de manière tripartite, où il y a aussi bien des chercheurs académiques, des chercheurs d'expérience et des chercheurs de la relation d'aide. Hein, alors, ça crée une assez grosse coordination, mais on essaye là encore d'avoir une position équitable dans les instances de gouvernance. Donc voilà, on essaye toujours de se donner des procédures équitables de coopération
avec la conscience que c'est elles ne permettent jamais d'accéder. Il n'y a jamais des principes qui sont complètement satisfaisants et les résolutions se font toujours sur des formes de cas par cas qui sont aussi des formes d'exception au principe d'égalité. Très bien, merci. Alors justement, là, ici, il y a un point, il y a parmi d'autres, un point parmi d'autres que je retiens de vos interventions, c'est justement la nécessité d'avoir une relation aussi qui est fondée sur l'empathie, hein, au-delà de la réciprocité, mais aussi sur l'empathie vis-à-vis des publics avec lesquels vos différentes structures sont concernées.